Nous allons vous présenter aujourd'hui deux expériences de participation citoyenne qui ont été menées par des élus locaux et qui ont été accompagnées par des représentants de la CNDP. Donc ces deux expériences, elles vont être chacune présentées dans un temps assez court. On a un peu moins de 10 minutes pour vous les présenter chacune, pour que nous ayons ensemble un temps de 15 à 20 minutes d'échange et de questions. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a monté ce temps d'échange. Sans plus attendre, j'ai présenté les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc Marc Papinutti, qui est président de la Commission nationale du débat public. Également donc monsieur Bernard Gendre, qui est le président de la Commission locale de l'eau et qui va nous parler de la participation qu'il a mise en place avec le public sur l'élaboration d'un SAGE, le SAGE Nest des rivières de Gascogne. Donc un SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Il est accompagné donc de Anne-Isabelle Pardinel, qui peut lever la main, qui est donc la représentante de la CNDP qui a travaillé sur cette mission. Et puis la deuxième expérience qui nous sera présentée dans la foulée, c'est celle de la refonte du plan de stationnement de la ville d'Arcueil. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc le maire d'Arcueil, monsieur Christian Métairie. Bonjour, merci. Voilà, qui nous parlera de cette initiative et de cette participation du public et qui a été accompagnée par Nathalie Durand, donc garante de la Commission nationale du débat public. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole au président de la Commission nationale du débat public pour un mot d'accueil et qui vous dira pourquoi la CNDP a choisi d'être au Salon des maires. Bonjour, ça va. Bonjour et merci. Merci d'être là. La CNDP, c'est plus de 25 années de débats, de concertation, de conseils méthodologiques, des concertations obligatoires ou facultatives pour des maîtres d'ouvrage, pour des collectivités. C'est 250 garants et garantes, dont 2 sont représentés là, 3 avec mon directeur général qui fait aussi le rôle de garant. Notre rôle, c'est très simple. C'est de permettre à des politiques publiques d'être confrontés au public, et au public avec un X et au public avec un S. On a, en 25 ans, beaucoup de méthodes, j'y reviendrai en conclusion. On a beaucoup travaillé avec les uns et les autres, et de toute manière, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui nous ont utilisés, les collectivités territoriales. Et je veux remercier les 2 représentants, parce que on a eu l'idée de se dire, faisons pas un débat entre nous, mais faisons un débat où les utilisateurs de la CNDP en parlent le mieux avec les garantes. Voilà, pas plus longuement, je vous laisse la parole. Oui, donc monsieur Bernard Gendre, peut-être une question qu'on avait envie de vous poser, c'est donc sur votre témoignage sur le SAGE, c'est de nous dire pourquoi en fait vous avez associé le public, dans quel objectif. C'est souvent il y a beaucoup de concertation, mais ça reste entre grands acteurs de l'eau. Et puis pourquoi vous avez souhaité être accompagné par la CNDP. Bien, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Donc, nous, un SAGE sur Nest et rivières de Gascogne. En vérité, le département du Gers a souhaité se lancer dans cette opération, car l'ensemble des rivières du département était sur une copie blanche par rapport à la gestion de l'eau. Donc, même si on savait qu'on avait peut-être plus de coups à prendre que de remerciements, on a décidé de partir là-dessus, de faire déjà une pré-étude, et maintenant on est en phase opérationnelle, puisqu'on est, comme je disais souvent, à moitié du gué, et c'est très bien engagé. Donc tout ça pourquoi? Parce que, si je pense qu'on le voit sur la carte, l'ensemble des rivières du Gers ne sont pas réalimentées naturellement par les eaux qui sont stockées dans les Pyrénées. Nous avons un plateau où sont les sources de nos rivières, et ce plateau est quelques dizaines de mètres plus haut que l'écoulement naturel des rivières pyrénéennes. Donc ce qui avait été décidé par Napoléon III, ça fait une histoire trop longue, c'est de faire un canal artificiel qui va prendre l'eau en amont dans les rivières naturelles, qu'est la Nest, et l'amener artificiellement sur le plateau de l'Almezan vers l'ensemble des rivières du Gers. Ce qui nous permet d'avoir de l'eau toute l'année, même en période difficile, pour tous les usages. Donc, lorsque nous avons créé ce SAGE et cette commission locale de l'eau, on a déjà souhaité
mettre le plus de personnes autour de la table. Aussi bien, donc, parce qu'on regroupe 6 départements, 2 régions, donc de mettre l'État, comme c'est obligatoire, autour de la table, de mettre l'ensemble des départements, les 2 régions, les syndicats de rivières, les syndicats d'eau potable, les communautés de communes. Donc déjà, cela faisait beaucoup de monde. On souhaitait avoir une clé à 40 personnes, on s'est trouvé à 90. Mais on ne le regrette pas du tout. Et là, on a dit, lorsqu'on a fait nos premières réunions de terrain, essentiellement avec les élus, ben on s'est aperçu que même les élus ne connaissaient pas le fonctionnement d'une clé, ne savaient pas ce qu'était un sage. Et donc, il nous a fallu apporter la bonne parole. Et cela nous a incité à se tourner le plus possible vers les citoyens. Nous avons fait 17 réunions locales où le public était invité. Et là, en allant aussi sur les marchés, en allant dans les collèges, on a eu plus de 1500 personnes qui ont répondu à notre appel. Donc, on a eu tout ça, c'est bien, mais on a eu l'impression que les gens allaient croire que le département du Gers, à lui tout seul, allait dire voilà ce qu'on va faire. Et ils disaient, mais ce qu'on vous dit dans les marchés, est-ce que vous allez en tenir compte? Donc, c'est là qu'on a eu l'idée, parce qu'on a vu aussi que ça se faisait autre part, d'associer les garants, et notamment Isabelle avec son collègue, pour nous dire un peu comment monter ce débat citoyen, comment le mener et surtout comment l'encadrer. Et finalement, la participation des garants à l'ensemble des réunions, aux réunions de la commission locale de l'eau, nous a apporté ce qui est dit dans votre terme, une garantie. Une garantie de reconnaissance et l'impression pour le public qu'on ne faisait pas ce que l'on voulait et qu'on respectait l'ensemble des étapes, qu'on allait au maximum vers les citoyens, qu'on faisait rencontrer les citoyens dans des tables rondes où on avait des utilisateurs de l'eau, aussi bien le monde agricole que les organisations environnementales, et que ces gens-là pouvaient très bien se parler. Parce qu'on est un département rural et agricole où, bien évidemment, l'irrigation a une part très importante dans notre économie. Voilà un peu la philosophie. Donc cela s'est très bien passé, Isabelle pourra vous en parler, et on rentre dans une autre phase où on revient à nouveau sur le terrain vers les concitoyens. Voilà, donc pour le moment on n'a pas pris trop de coups. Merci beaucoup de ce témoignage. Et donc du coup, effectivement, assez naturellement, je vais me tourner vers Anne-Isabelle, qui était donc en charge pour la CNDP d'apporter du conseil méthodologique pour cette participation. Le micro est ouvert, hein, normalement ça fonctionne. Vous étiez en charge d'apporter le conseil et puis voilà, de suivre la transparence, la sincérité de cette participation. Qu'avez-vous préconisé? Comment ça s'est déroulé? Alors, merci à tous d'être là et à toutes. Donc, nous avons accompagné cette concertation. On a eu la chance d'avoir un calendrier qui n'était pas contraint. Donc, ça nous a permis de la préparer vraiment sérieusement. On a eu plus près de 6 mois de préparation pour cette concertation qui a duré 3 mois. On a pris la durée la plus longue parce que vous le voyez, c'est un très grand territoire. Ça représente le département du Gers, mais 5 autres départements pour partie. 660 communes, 31 EPCI. Donc vous imaginez le territoire. Et ce qu'on voulait, c'était essayer de mailler le territoire et d'aller le plus possible vers les citoyens. Donc le dispositif a été très important. Il y avait un dispositif de base en numérique qui nous a permis d'attirer beaucoup de réponses à des questionnaires. On a eu à peu près 500 ou 600 réponses à des questionnaires, mais c'est un public qui est à peu près entre 25 et 60 ans. On avait un petit peu peur au début déjà qu'il y ait peu de participation, mais bon, on a été aidé par les conditions météo, je dois avouer que le battage médiatique autour de la sécheresse nous a beaucoup aidé sur ce débat. Donc, on a eu un été 2022 très sec et un hiver 2022-2023 avec un déficit de neige.
et quelques inondations sur la fin de la concertation. Donc les sujets étaient vraiment prégnants dans le public, mais ça ne nous a pas empêché de nous dire qu'on avait peur que ce soit une concertation uniquement d'agriculteurs, puisque quand même le sujet agricole est très important dans ces territoires, ou de retraités. Donc on a essayé, dans nos préconisations, puisque vous savez, les garants font une étude de contexte avant tout travail de préconisation. Et dans l'étude de contexte, on s'est dit qu'il fallait aller vers les jeunes. Et là, c'est vrai que le conseil départemental a engagé une procédure de tutorat avec des jeunes des CFA et de BTS qui ont créé une maquette interactive qui sont eux-mêmes venus présenter dans certains ateliers ou sur les marchés. Et ça a été très, très utile et on a eu du coup beaucoup de jeunes dans les ateliers et ça a permis de changer un petit peu le débat qui n'était plus un débat uniquement d'environnementaux contre les agriculteurs ou des idées différentes. Donc on s'est tourné vers les jeunes grâce à ça. Et ça me paraît important. Et ensuite, sur les réunions de restitution, il y a aussi, on a fait des animations, toute une journée d'animation autour de l'eau avant la première réunion de restitution à Auch. Et là, ça a été les centres aérés, les enfants qui sont venus, etc. Donc, on a essayé de pallier aux problèmes des concertations qui sont souvent limités à un même public, en essayant de mettre des procédés un peu plus innovants. Voilà. Et ça a été aussi très ludique, parce qu'on est allé vraiment dans les campagnes, dans les toutes petites communes, faire des ateliers. Et cette maquette qui était amusante à utiliser, qui était vraiment très claire sur les phénomènes de zones humides, inondations, etc. Voilà, ça, c'est les animations de la dernière journée, de la journée de restitution. Voilà, ça c'était plutôt une forme. Voilà, ça c'est la forme. Ça c'est la première réunion de lancement. C'est les ciné-débats. On a eu pas mal de ciné-débats aussi. Et vous voyez, donc là, ça c'est des ateliers participatifs classiques. Mais les réunions de lancement, on a souhaité un débat inversé, puisque c'est quand même un sujet qui est très technique et on n'a pas le même niveau d'information dans le public. Il fallait donc quand même qu'il y ait une partie informative. Même si on privilégie le délibératif, il fallait qu'il y avait aussi bien des techniciens, des élus que vraiment des simples citoyens. Donc, mais on a souhaité que la réunion de lancement, ce soit un débat inversé, c'est-à-dire que les gens commencent à travailler sur des thématiques et ensuite, on avait des experts météo, experts agricoles, différents, qui ont répondu aux questions. Voilà, on a essayé de ne pas asséner aux gens trop d'informations sans qu'ils y réfléchissent. Voilà, donc... c'est ça, le dispositif, je voudrais conclure en disant que le dispositif a suscité la confiance, puisque on était de garants, on a été très présents, on a été sur les marchés, et ça c'était aussi important, les débats mouvants sur les marchés. On a touché 550 personnes qui sont venues ensuite répondre aux questionnaires ou dans les ateliers, puisqu'on avait en général le marché, l'atelier le soir. Et en parlant avec les gens, on s'est aperçu que le dispositif, quand même, suscitait vraiment la confiance. Le fait qu'on soit complètement neutre, qu'on ne soit pas ni l'assistant maître d'ouvrage, ni le maître d'ouvrage, ça permettait aux gens de se sentir confiants dans la procédure. Merci. Merci beaucoup. On va changer de territoire après cette première expérience et on va passer sur un territoire qui est beaucoup plus réduit en termes de superficie. On va aller donc sur la commune d'Arcueil pour faire quelque chose qui était très intéressant et effectivement qui a suscité beaucoup de débats. C'est la refonte du plan de stationnement, puisque vous allez nous expliquer, vous étiez encore une des rares communes où le stationnement est gratuit. Je vous laisse la parole. Voilà, merci. J'en profite, ça n'a rien à voir, mais pour être très intéressé par l'opération précédente, puisque je préside un syndicat de rivière, on va bientôt procéder à la revisite. On va revisiter notre SAGE, donc peut-être qu'on sera amené à solliciter à nouveau la CNDP. Pour essayer rapidement planter le décor. Arcueil, ville d'un peu moins de 25 000 habitants, qui touche Paris, qui a beaucoup de transports en commun et qui a la particularité d'avoir un stationnement gratuit. Donc, vous imaginez bien, avec la pression de l'Île-de-France, combien c'est compliqué. Et donc, nous avons décidé de travailler sur cette question pour interroger le fait de savoir si on passait au stationnement payant. Parallèlement à ça, dans notre programme municipal, on a mis un effort tout particulier sur la question de la démocratie
participative. Et donc, on a souhaité expérimenter différentes formes de concertation, de participation. Et on s'est dit que sur cette question de stationnement, parce qu'on parle beaucoup de conventions citoyennes, on allait mettre une convention citoyenne sur le stationnement. Processus assez classique, hein. On décide d'avoir 4 citoyennes et citoyens de notre ville, si possible représentatives, tirés au sort. Et donc, on va les faire travailler. On s'était donné un peu moins d'une année avec un objectif sur un sujet qui est quand même un sujet des fois un peu sensible, un peu vif, essayer d'obtenir une solution qui pourrait faire consensus ou à défaut de consensus, qui ne ferait pas trop d'opposition. Et puis, on a eu, c'est moi qui ai eu cette idée-là, je me suis dit pourquoi on ne solliciterait pas la CNDP en n'y croyant pas. Parce que, je disais, c'est quand même un petit sujet. Quand on les voit s'occuper de sujets très importants, on n'aura jamais de réponse. Eh bien, si, on a une réponse positive. Nathalie Durand nous a accompagnés tout au long de ce travail et je la remercie et je vous remercie collectivement. Alors, comment ça s'est passé ? Première étape, il faut trouver les participants à cette convention citoyenne. On s'est dit, nous, on ne saura pas faire. Les bons esprits nous ont conseillé, on va prendre une société spécialisée qui va gérer ça et nous assurer qu'on aura bien nos 40 citoyennes et citoyens. Ça n'a pas marché tant que ça. On n'en a pas eu tant et peut-être qu'on aurait mieux fait de le faire nous-mêmes. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, deuxième étape assez classique, faut positionner le problème, parce que stationnement gratuit, stationnement payant, on voit bien sur le principe ce que ça veut dire, mais enfin, il faut quand même un peu de travail technique, d'analyse. Donc, on s'est fait accompagner par le CEREMA, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et donc, on a travaillé pour essayer d'analyser. Ça commence par des questions simples. Combien il y a de places dans la ville? Combien il y a de voitures? Combien de voitures extérieures? Enfin, quels sont les dispositifs existants? Et donc, tout ce travail s'est fait sous l'œil avec l'objectif d'essayer alors de former les conventionnés pour qu'ils connaissent mieux le problème et en même temps, en permanence, d'associer sous des formes diverses les habitants de la ville. Ce débat s'est animé. Il s'est animé au point de se cristalliser et avec, voilà, j'allais dire, le débat c'est intéressant à condition que son débat et qu'on n'ait pas des a priori et doit dire c'est la situation, c'était comme ça. Le débat n'a pas pu être serein. Et donc, dans une telle situation, sur un sujet qui cristallise très vite, les conventionnés se sont trouvés sous la pression d'une partie de la population et c'est pas facile à vivre. Donc, ils ont quand même travaillé. Il y a eu des réunions publiques qui étaient un peu houleuses. De mon point de vue, injuste vis-à-vis de ces personnes qui s'engageaient pour la ville pour travailler. Et ça n'a pas permis, c'était notre objectif, ça n'a pas permis que se dégage un consensus suffisamment large dans la ville. Il y a eu une majorité de la Convention qui a promu une solution, qui était la solution payante, mais c'était quand même pas unanime, c'était avec des discussions. Donc, et l'intérêt de ce genre de choses, c'est d'avoir des solutions consensuelles. En conséquence de quoi, avec le conseil municipal, nous avons décidé qu'on ne pouvait pas retenir la décision parce qu'elle n'était pas assez largement approuvée. Nous avons mis en place un référendum d'initiative locale qui a bien marché, hein. Presque 20% de participation, c'est un beau succès. Et je vous laisse deviner quel est le résultat. Environ 80% des électrices et des électeurs qui ont voté contre le stationnement payant. On aurait pu le savoir avant de faire l'opération, mais je pense que c'est intéressant. Moi, j'en tire 2 expériences pour être rapide. Première des expériences,
c'est que même si on ne met pas en place le stationnement payant, difficile de mettre en place des choses qui ont une telle opposition, n'empêche que ça a fait réfléchir et on modifiera quand même, sans passer au piément, la façon dont se fait le stationnement. Et j'en reste avec une interrogation. Est-ce qu'une convention citoyenne sur un périmètre aussi réduit, avec des conventionnés qui sont trop sous la pression des habitants, est-ce que c'est une bonne solution? En tout cas, on est content de l'avoir expérimenté. Je ne sais pas si on le referait aujourd'hui, mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses. Et je terminerai par là. L'apport de Nathalie Durand était extrêmement positif dans son accompagnement, apportant aussi des fois un peu de calme et de sagesse là où la tension et les exagérations pouvaient arriver. Merci beaucoup, merci Monsieur Métairie. Et donc peut-être Nathalie Durand, donc sur cette expérience qui était un petit peu sportive, on va dire, mais il y a toujours beaucoup de choses. Voilà, les gens ne sont pas toujours d'accord. Qu'est-ce que vous pourriez nous signaler comme point d'attention pour si des personnes ici voulaient se lancer dans une même expérience? Alors bonjour à tous. Donc peut-être 3 éléments que je mettrai vraiment en avant. D'une part sur la convention citoyenne, la question finalement d'informer le plus tôt possible dans la participation le public sur qui participe à cette convention citoyenne, parce que parfois ça peut amener des petites frustrations qu'on ne sait pas dès le départ sur la typologie. Mais au-delà de ça, donc, on a eu quand même une participation très riche sur la convention citoyenne, avec à la fois des temps d'information, des temps de visite sur le terrain, des temps d'ateliers pour produire, et puis également avec les habitants. Il y a eu bien sûr les échanges qui ont donné lieu à des questionnements, mais c'était des temps très courts sur les ateliers. Et le reste, c'était des temps de production. Donc on a eu 7 journées pour les conventions citoyennes, 6 ateliers et puis 2 réunions publiques. Et en fait, sur ces temps des ateliers participatifs, on travaillait notamment avec de la cartographie par quartier. Et c'était vraiment très participatif, très productif. Donc l'approche en fait qu'a souligné Monsieur le maire, c'est-à-dire convention citoyenne et habitants, c'est aussi très intéressant parce que l'un se nourrit de l'autre. Même si on n'arrivait pas à la fin, effectivement, comme ça a été souligné, à un consensus. Mais il y a 2 rapports qui ont été produits. Un rapport pour la convention citoyenne, un rapport pour les habitants, et qui ont été rendus, finalement, enfin, ces 2 rapports ont été remis au conseil municipal, qui ensuite a pris la décision. Donc ça, c'était vraiment un premier point. Peut-être le deuxième point sur lequel je voudrais insister également, tout à fait au début, donc la mairie d'Arcueil avait beaucoup travaillé aussi sur le dispositif de concertation. Et donc, j'ai fait une analyse de contexte et ensuite j'ai produit un avis méthodologique pour justement essayer de renforcer certains points, notamment cette articulation. Et également, un autre point que je voudrais mettre en avant, donc la note méthodologique, vous pouvez la trouver sur le site du débat public. Et également, un autre point qui me semble vraiment important, c'est l'information du public au préalable. Et donc là aussi, j'avais fait une préconisation et un accompagnement pour la ville d'Arcueil, notamment sur le dossier de concertation. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on? Quel est le contexte? Donc ça a été dit, on parle du refond d'un plan de stationnement, mais pas que. De la mobilité, de la transition écologique. Que fait la ville sur ces thématiques, politique de mobilité, politique de transition écologique? Et puis également, dans ce dossier de concertation, vous pourrez retrouver les éléments sur la concertation. La concertation, ses objectifs, de quoi voulons-nous débattre avec le public, mais également du dispositif de concertation en tant que tel, et comment peut-on y participer. Donc je dirais que, évidemment, tout ne se passe pas dans un fleuve tranquille, mais évidemment, il y a eu quand même beaucoup de production. Et puis,
Surtout, je voudrais souligner que l'équipe du projet, c'est-à-dire à la fois les techniciens, monsieur le maire et les élus, ont été d'une grande écoute et on a pu ajuster le développement, le déploiement de cette concertation au fur et à mesure en fonction des besoins. Donc, c'était une expérience très riche. Merci. Merci à tous pour ces témoignages. Voilà, on va vous laisser la parole maintenant pour une petite vingtaine de minutes pour que vous puissiez poser les questions aux intervenants. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais peut-être une première question, sinon, avant. Pour Monsieur Gendre, je voulais savoir si les parties prenantes qui font partie du SAGE, comment ont-ils accueilli votre initiative d'aller vers le public? Est-ce qu'ils se sont sentis délégitimés dans leur rôle de représentants du public, en fait? Non, pas du tout, vraiment pas du tout. Parce que déjà le fait d'avoir mis un nombre important de personnes au sein de la clé a permis que tout le monde soit représenté, que les collectivités locales gardent toute leur importance dans cela, et surtout les communautés de communes, donc sont les présidents des syndicats de rivières, des syndicats d'eau potable, nous avons fait des réunions chez chacun d'entre eux. Et c'est eux-mêmes, les élus locaux, qui ont présenté où nous étions bien sûr, ont présenté cela, ont dirigé les débats. Donc ils ont fait de suite redescendre au cœur des citoyens, mais en gardant l'autonomie. Donc on n'a eu aucun souci, et que ce soit les 6 départements pareils. Et là, ce que je voulais souligner, c'est que l'État est présent, mais l'État n'est pas celui qui dirige. Et chez nous, c'est le préfet du Gers qui pilote le comité de bassin, mais il est présent à nos clés, mais en aucun cas il dirige, ou au contraire, il veut plutôt s'informer que diriger. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, Florent Guignard. Moi, j'avais une question pour monsieur le maire d'Arcueil. Je voulais savoir ceux qu'on appelle souvent les publics éloignés, ceux qui ne viennent pas spontanément aux réunions publiques ou dans les consultations. Comment est-ce que vous êtes allé les chercher et qu'est-ce qui avait été mis en place pour ça? Merci beaucoup. Il n'y a pas de miracle. C'est pas parce qu'on met ce dispositif-là que les publics éloignés vont venir plus facilement. Donc, on essaye de faire de la communication. On essaye de trouver des relais d'information. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile parce que les publics les plus éloignés, c'est souvent des publics qui n'ont pas de voiture, hein, et qui donc sont peu intéressés. Ça fait partie des débats en général. En même temps, on fait un débat sur notre plan vélo. Il n'y a que les cyclistes qui viennent travailler sur le plan vélo. Mais enfin, ça va. Si on remplace une voie de stationnement par une voie vélo, ça concerne tout le monde. Mais ce sont les publics. Et là, c'était quand même essentiellement des gens qui venaient parce qu'ils avaient une voiture et parce qu'ils s'interrogeaient. Donc, on n'a pas trouvé de solution miracle. On a essayé de passer par les corps intermédiaires. On a des comités de quartier, donc on a essayé de les... Bon, mais on n'a pas révolutionné la chose sur ces publics d'accès plus compliqués. N'hésitez pas. Voilà, une autre question. Bonjour, c'est aussi pour le maire d'Arcueil. Comment vous avez... pardon, j'ai perdu le... Oui, ici. Est-ce que vous n'avez pas regretté, finalement, la question que vous avez posée? Est-ce que c'était une question par oui ou par non qu'il aurait fallu poser? Ou est-ce que vous prenez votre responsabilité d'élu et vous décidez de passer au payant, mais vous discutez avec les gens sur les modalités pour voir ce qui le rend acceptable, ce qui facilite en fait l'acceptation de la chose. Donc voilà, c'est une question parce que du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas mettre en œuvre ce que vous souhaitiez faire. C'est toujours compliqué quand on prend une décision sous une forme de prise de décision, justement. Bon,
quand 80% des électeurs ont dit non au stationnement payant, de toute façon, ça doit nous interroger sur, je pense, on n'a pas réussi à faire prendre conscience que la voiture, c'est pas forcément l'avenir du futur, mais c'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on va en rester comme ça. On va quand même modifier un certain nombre de choses. Oui, même quand la Convention citoyenne nous a en gros 3/4 dit nous, à peu près 3/4 favorables au stationnement payant, 1/4 favorable à ne pas mettre en place de stationnement, on aurait pu tout à fait considérer qu'il y avait 3/4 qui avaient voté ça et que le conseil municipal se décide de mettre en place. Moi, je n'ai pas porté cette solution-là parce que je pense qu'il faut travailler. On s'était fixé un objectif d'avoir une solution consensuelle. On ne l'a pas eu. On fait trancher les habitants. Peut-être que ce n'est pas ce que j'aurais préféré. Ce n'est même pas la solution que j'aurais préférée, mais c'est comme ça. Il faut aussi prendre en compte que quand on... Voilà, les citoyennes et les citoyens, ils apprennent aussi. Et on a déjà eu pas mal de gens qui sont venus nous voir, nous dire c'est dommage qu'on n'ait pas passé au stationnement payant. Même certains qui ont dit finalement, j'ai réfléchi, j'ai voté contre, j'aurais dû voter pour. Donc ça sert d'apprentissage et j'imagine bien que dans quelques années, on reviendra sur le sujet dans un contexte qui sera un contexte sans doute très différent et puis on avancera. Mais il faut arriver aussi... C'est le problème de la démocratie participative. Ça ne veut pas dire que tout doit se faire par référendum, mais il faut aussi écouter. Je n'ai pas une réponse absolue à votre question. Merci. Une question de monsieur. Oui, bonjour, Samuel Pinon, je suis un ancien élu rural. J'avais une question. Par exemple, le département de la Manche qui vient de décider de transformer, c'est un peu un lien un petit peu avec le vélo et la voiture, qui vient de décider de transformer sa petite voirie départementale en voie verte de façon un petit peu autoritaire et peut-être un petit peu contre les lois en vigueur. Est-ce que, à l'échelle d'un département, ça pourrait être l'occasion d'un une future mise en place du CNDP local sur cette question? Est-ce qu'on transforme la voirie secondaire en voie verte, sachant qu'on casse le concept de voie verte, parce qu'une voie verte, normalement, il n'y a pas de voiture. Mais là, les riverains, bien sûr, auraient le droit de rentrer chez eux. Mais alors, qui va contrôler les riverains qui rentrent chez eux avec les copains le samedi soir et tout? C'est un vaste débat qui est riche. Alors, peut-être pour le président de la commission. Alors, en général, ce sont les maîtres d'ouvrage. Donc là, si c'est une route, c'est le département de la Manche, qui, s'il le souhaite, peut nous saisir. Il y a d'autres modes de saisine, mais on passerait au stand à avoir toute la documentation. Je résume, c'est plutôt 60 députés, sénateurs, donc là on n'est pas exactement dans le même sujet. Le deuxième point, vous l'avez cité aussi, après c'est le partage de l'usage de cette voirie. Et ça c'est tout un débat, surtout sur les voies vertes, par rapport aux riverains. Mais tout ça se travaille, donc voilà, la CNDP est parfaitement ouverte à recevoir une saisine du département de la Manche ou de tout autre département ou collectivité par rapport aux voies vertes et aux mobilités douces. C'est une de mes vies anciennes que je connais très bien. Allez-y, monsieur. Bonjour, merci pour ces échanges, c'est très intéressant. Oui, que ce soit sur le sujet de l'eau ou du stationnement, il y a un lien fort avec la transition écologique. C'est un sujet qui peut être mal compris par les citoyens. Et je me posais la question sur comment vous faites pour que tout le monde ait un niveau d'information suffisant pour prendre ensuite les bonnes décisions. Je pensais notamment aux ateliers que vous avez évoqués. Quels ateliers vous avez mis en place pour que les citoyens comprennent bien les différents sujets? Merci. Donc ça a été très simple puisqu'on a commencé par 2 grandes réunions publiques largement diffusées par la presse, à la fois sur Auch, mais également sur Haro, parce que l'eau vient du département voisin. Là, déjà, on a eu ça le comble. Et ensuite, dans les réunions géographiques, pareil, on a invité tout le monde associatif, les chambres consulaires. Et c'est là qu'on a certainement gagné notre débat citoyen et participation citoyenne. C'est localement faire réunir des gens qui se connaissent, qui ont une utilisation de l'eau complètement différente
Et là, lorsqu'on associe des gens différents, utilisant différemment de l'eau, autour d'une table de 10-12 personnes, et qu'on fait comme cela une dizaine de tables, mais là, les gens ont pu se parler, connaître les problèmes des uns et des autres. Et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi notre confrontation citoyenne, qui n'a plus été une confrontation, mais qui a été un débat d'échange, qui ensuite, et tout ceci est remonté vers la commission locale de l'eau, et même sur les marchés. Il suffisait de mettre voilà, nos banderoles, de demander aux gens, pour vous, quelle est la priorité sur l'eau? Est-ce que c'est l'eau potable? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est l'utilisation de l'eau? Est-ce que c'est l'eau qui se raréfie? Mais on a été peut-être surpris du classement parce que pour nous, ce n'était pas celui qu'on avait imaginé. Donc, mais ça nous sert aussi dans la réflexion. Alors, peut-être, on va juste quand même... Peut-être non, plutôt donner la parole, excusez-moi, sur l'expérience d'Arcueil. Je voulais juste rajouter un point sur l'information préalable. Ça me paraît un point très important que chacun soit au même niveau. Et là, c'est vrai qu'il y avait chaque fois un point technique qui était fait à chaque réunion, qui n'était pas long parce qu'il ne faut pas non plus embêter les gens. Et puis, il y avait le dossier de concertation et tous les documents qui étaient sur le site aussi, qui permettent aux gens d'acquérir une culture avant de venir aux ateliers, aux réunions. Et en concertation continue, la première réunion qu'on est en train de monter, c'est une réunion justement où il y a beaucoup de technicité, mais qu'on va présenter comme un préalable pour la participation ensuite à la concertation continue, pour que justement il y ait un niveau de connaissance qui soit à peu près égalitaire. Et ce que me disait M. Jean me paraît important, c'est qu'il y avait un mélange des genres dans les ateliers et que les questions, parfois, trouvaient la réponse par le voisin de table, etc. Et ça, c'était super. Sur Arcueil, peut-être si vous voulez réagir aussi, parce que le sujet était quand même assez compliqué. Vous avez présenté de la réglementation, etc. C'était assez technique finalement. Alors, il y a des questions techniques, puis il y a des questions d'orientation politique, et j'ai l'impression que les questions, en tout cas quelques-unes, reviennent est-ce qu'il faut forcer les choses ou pas? Et je pense que dans un certain nombre de domaines, les mentalités évoluent. Les habitants, comme les élus, pas forcément à la même vitesse, et je ne sais pas qui va le plus vite, mais donc il faut forcer les choses et savoir jusqu'où on force. Et donc, on ne concerte pas, par exemple, sur les questions de la place du vélo, on concerte moins pour faire des voies plus vertes. Par exemple, pour rester dans le domaine de l'eau, on a redécouvert une rivière enterrée. Pour ça, là où il y avait une voie en double sens, on a transformé cette voie en double sens pour qu'elle vienne en sens unique, pour récupérer la moitié de l'espace, pour que la rivière dispose d'espace suffisant. Bon, on n'a pas, je vous avoue qu'on n'a pas concerté là-dessus, parce que je pense que si on avait fait un vote, je ne suis pas sûr que là non plus on l'aurait gagné. Donc des fois, il faut savoir porter des ambitions, les mettre en œuvre. En même temps, la question de débattre et de convaincre est une question importante. Donc il y a des équilibres à trouver. On essaye à chaque fois de trouver le bon équilibre. Est-ce que c'est le bon équilibre? Est-ce qu'à la fin, on regrette? On ne sait pas toujours. Voilà, j'ai vu 2 mains levées. Je propose qu'on prenne les 2 questions ensemble pour une réponse ensuite en même temps. Allez-y. Oui, bonjour. Vous parlez beaucoup de concertation. On sait que la concertation, c'est sur du temps court. Ce qui est intéressant aussi, c'est le débat, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre derrière, qui, justement, on passe côté temps long. Comment vous avez fait sur vos différents projets? Alors, peut-être moins Arcueil, parce que c'est du on-off, un peu. Mais sur un projet plus long, comment vous continuez à informer les citoyens qui ont participé et de faire en sorte qu'ils ne soient pas frustrés parce que non-visibilité ou non-action derrière, et que du coup, ça vous permet aussi de porter votre message d'action publique? Voilà, la deuxième question ici, monsieur. Merci. Ma question s'adresse plutôt au président de la CNDP. Ce serait donc de savoir s'il y a des critères de recevabilité d'une saisine. Et puis la saisine doit être faite. Est-ce que la saisine doit être faite par un EPCI ou par une commune, éventuellement? Vous êtes maire d'une petite commune en Bretagne.
Bien, comment ce président? D'accord, merci. Donc, nous, on est sur un temps long de concertation. Puis ça fait déjà plus de 3 ans qu'on a commencé à réfléchir à notre sage. On est en pleine, je vous dis comme tout à l'heure, au milieu du gué, mais on a encore 2 ans avant que cela aboutisse et arrive à l'enquête publique. Donc cette concertation va continuer tout le temps qu'il faudra. Et ce que l'on nous a demandé, c'est, on a publié un calendrier, mais certains des acteurs nous ont dit, mais si on n'a pas fini nos réunions géographiques de concertation qu'on va mener, si on n'a pas fini à telle date, est-ce qu'on pourra prolonger, en faire d'autres? Mais bien sûr, il n'y a pas de barrière de temps, il n'y a pas de barrière légale de fin de concertation. Donc, et on le voit chez nous, lorsqu'on avons fait nos réunions publiques, les associations nous ont ensuite demandé de venir projeter le film sur la Nest dans les cinémas, de venir expliquer notre démarche. Et là, c'était encore un panel citoyen différent. Mais surtout, on a fait de l'instruction civique. Parce que nous, le système Nest, on le connaît, parce qu'on l'a vu à l'école il y a 50 et quelques années, quoi. Mais les citoyens d'aujourd'hui, même les élus d'aujourd'hui, disent oui, ça existe, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment c'est géré. Et ce sage, on l'a surtout besoin parce que la Nest naturelle va vers la Garonne et va soutenir l'étiage de la Garonne et donc assurer l'eau potable et toute l'eau pour la ville de Toulouse. Donc on se dit, si on n'est pas régulateur de tout ça, nous aussi, ben, l'eau elle viendra peut-être un petit peu moins vers le Gers. Il suffit d'appuyer sur un bouton et vous avez des vannes qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc c'est aussi pour garantir la ressource en eau et l'usage de l'eau qu'on a créé ce sage. Je voudrais juste répondre un point technique à la dame. C'est prévu par la CNDP, c'est-à-dire qu'il y a une concertation préalable qui est entre 15 jours et 3 mois. Là, on a pris 3 mois, on a préparé 6 mois, je vous ai expliqué. Et il y a la possibilité à la suite de ça de faire une concertation continue qui est aussi encadrée par la CNDP. Il suffit au maître d'ouvrage de demander à ce que on était 2 garants, hein, mais après il n'en reste plus qu'un garant continue à accompagner le maître d'ouvrage et l'assistant maître d'ouvrage pendant les années qui vont arriver avant l'enquête publique. Donc il y a un continuum de la concertation. L'enquête publique. Voilà. Merci beaucoup. On va se diriger vers la fin et donc je vais passer la parole peut-être d'abord pour la réponse de Marc Papinutti à la question posée et puis après pour la conclusion. En 2 temps, très rapidement, toute commune peut saisir la CNDP, toute commune, toute PCI, toute PT en Île-de-France, à toute collectivité dans tous nos échelons. Je dirais que le sage en est la preuve aussi. Il y a d'autres échelles géographiques. Il y a des problématiques qui sont des échelles très grandes, des problématiques qui sont des échelles communales. Je voulais dire aussi que contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, nous sommes gratuits, c'est-à-dire une autorité indépendante qui paye les rémunérations des garants. Donc ce n'est pas une intervention. Alors après, il y a des fois besoin d'AMO, comme on dit, pour un certain nombre de sujets, mais l'essentiel, c'est d'abord de monter avec le garant et entre le garant et le représentant de la collectivité, de monter la confiance et de problématiser, dirons-nous, ou de trouver la manière de bien parler. Et je le dis très sincèrement, avec plusieurs objectifs qui sont rappelés derrière, mais en tout premier lieu, c'est d'accéder au public, de l'écouter, de lui permettre de prendre une position et de lui rendre compte de ce qu'on a pris ou ce qu'on a fait. Et ça, je dirais, c'est dans l'ADN de la CNDP pour tous les publics. Alors, on peut aller insister un peu plus en disant tous ne sont toujours pas concernés, c'est ce qu'on appelle nous des fois dans notre jargon le concernement, mais la réalité c'est que c'est beaucoup plus fort qu'on ne croit, c'est-à-dire que si on atteint les publics, ils s'expriment et ils donnent un avis aux élus, aux représentants démocratiquement élus. La démocratie participative peut parfaitement réagir et informer et donner des positions. Je voulais juste dire aussi, si nous sommes là, c'est la première fois que nous sommes à cette grande réunion des maires. Nous avons un stand en complément dans le hall 4 à côté. Ça va être le stand D44, mais on a même le logo CNDP qui flotte au ciel, juste prêt à s'envoler.
Et évidemment, vous avez toutes les documentations, les méthodologies, des documents aussi plus profonds sur la manière de faire la participation, d'animer la participation, des petites fiches. Et des collaborateurs de la CNDP, ainsi que certains garants et garantes, seront là pour vous répondre sur toute la période du salon. Et franchement, avoir les questions qui ont été posées, en vous remerciant bien entendu les garantes et vous les élus, je suis extrêmement fier que nous ayons été là à l'approche de la démocratie classique et auquel nous avons des moyens de vous aider. Et c'est le plus important, de vous aider à faire cette participation vis-à-vis des citoyens, des grands publics et des publics, et d'y attacher tous les publics. Merci à vous.